Bonsoir, c'est une petite île perdue dans l'immensité de l'océan Pacifique, mais elle est connue dans le monde entier en raison de ces étranges statues qui dominent le paysage. Ce soir, Science Grand Format vous emmène sur l'extraordinaire île de Pâques. C'est là que sont arrivés il y a plus de 1000 ans, depuis la Polynésie, les Rapa Nui. Longtemps restés coupés du reste du monde, les habitants de l'île sont à l'origine des Moai qui semblent dominer les lieux. Ces statues faisaient partie intégrante du quotidien de ce peuple et elles ont augmenté au fur et à mesure que la population s'agrandissait. Taillées dans la roche volcanique, elles ont pu faire l'objet d'une compétition entre les tribus qui voulaient ériger des statues toujours plus imposantes. Les chercheurs ont affiné leurs réflexions sur la façon dont les Rapa Nui ont pu déplacer ces blocs de pierre monumentaux sur de grandes distances. Depuis de nombreuses années, les scientifiques se demandent pourquoi une grande partie de ces statues a été renversée et abandonnée. Les dernières fouilles archéologiques ont apporté de nouveaux éléments qui permettent d'affiner les différentes théories qui s'affrontent entre catastrophes écologiques et guerre civile. L'arrivée des premiers Européens sur l'île de Pâques au XVIIIe siècle a été désastreuse pour les Rapa Nui qui n'ont pas résisté face aux maladies importées par les étrangers. En quelques années seulement, leur culture a été totalement dévastée. Mais les impressionnantes statues Moai rappellent aujourd'hui l'existence de cette extraordinaire civilisation. Enquête sur l'île aux Moai, c'est à découvrir tout de suite sur France 5 et à partager sur notre site france.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format. Les mystérieuses statues de l'île de Pâques. Elles sont figées pour l'éternité sur l'une des îles les plus isolées au monde. Quand j'ai vu ces statues pour la première fois, j'ai été saisie par leurs proportions. Elles sont vraiment gigantesques. Pourquoi a-t-on érigé ces colosses de pierre? C'est pour cela que l'île est fascinante. On tente de comprendre comment ils ont fait. Et pourquoi les a-t-on renversés? Les fouilles récentes apportent un nouvel éclairage sur l'histoire de l'île. Elles permettent de mieux comprendre la civilisation pascuane et son évolution. Les Rapa Nui ont tenté de s'adapter à l'évolution rapide de leur environnement. Quel événement a pu causer l'effondrement de la population? Ils pensaient être les seuls êtres humains au monde. Pour découvrir les secrets de l'île de Pâques, nous allons déconstruire virtuellement ces statues. Nous creuserons la Terre pour les voir apparaître dans toute leur splendeur. Et pour révéler l'histoire méconnue de ces monuments. L'île de Pâques, un rocher solitaire perdu dans l'immensité de l'océan Pacifique. Partout, d'étranges statues dominent un paysage stérile. Ces géants sont l'œuvre d'un peuple arrivé ici il y a un millier d'années. Les Rapa Nui. C'était l'un des peuples les plus isolés du monde. Pendant des siècles, ces habitants ont vécu ici, coupés du reste de l'humanité. Mais le dimanche de Pâques 1722, un navire hollandais repère l'île sur l'horizon. Je crois que toute la population devait être massée sur les côtes pour voir ces étranges embarcations qui se dirigeaient vers l'île. Les explorateurs hollandais évoquent une terre accueillante et fertile. Elle est aussi couverte d'étranges statues. Les habitants les appellent des Moai. Près de 50 ans plus tard, un autre navire débarque sur l'île. Mais les explorateurs découvrent une situation bien différente. La quasi-totalité des Moai a été renversée. Le premier contact avec les Européens a bouleversé l'île et le cours de son histoire. Les dernières campagnes de fouilles remettent en cause les idées établies. Elles permettent de mieux comprendre la fonction de ces statues et la raison de leur abandon. Les Moai sont disposés le long des côtes. Ces figures solennelles ont la tête surmontée d'une coiffe de tuf rouge appelée pukao. De leurs orbites creuses, les Moai regardent vers l'intérieur des terres. Leur dos porte encore de mystérieuses gravures à moitié effacées.
Ils reposent sur des blocs de pierre parfaitement ajustés. À leurs pieds, on a retrouvé des quantités d'ossements humains. Ces moaïs sont l'une des clés pour comprendre l'apogée et la chute de cette incroyable culture insulaire. À un moment donné de leur histoire, les Rapa Nui ont renversé leur statut. Pourquoi? Plusieurs théories s'affrontent à ce sujet. Elles vont de la guerre civile à la catastrophe écologique. Mara Mulroney a longuement étudié la société pascuane et son mode de vie. Elle se rend sur le site d'un ancien village situé dans le nord-ouest de l'île. C'est toujours passionnant de prospecter des sites que je ne connais pas encore. Les Rapa Nui étaient établis près des côtes. Chaque clan familial possédait une rangée de statues monumentales. En revanche, les habitations étaient relativement sommaires. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ils ont peut-être récupéré les blocs d'un paenga pour faire cette sorte de terrasse? On a ici les fondations d'un arevaka, une maison en forme d'embarcation. Les murs et le toit étaient faits de fines branches et d'herbes. Elle ressemblait beaucoup à un bateau retourné. L'aspect rudimentaire des maisons contraste avec le caractère grandiose des moaïs. Ils ont été érigés sur d'immenses autels appelés aou. Ces plateformes sont faites de galets et de dalles de basalte. Elles semblent également avoir servi de nécropole. À leurs pieds, des fosses remplies d'ossements humains. Sous un aou, les restes d'une centaine d'individus ont été mis au jour. La quasi-totalité des squelettes présentait une rotule déformée, et il s'agissait donc probablement de membres d'une même famille. Ces fosses témoignent d'une modification des rites funéraires. Car jusqu'au XVIIe siècle, les Rapa Nui incinéraient leurs morts. Mara examine les maisons situées près de l'autel. Elles sont différentes des huttes construites au centre de l'île. Ces maisons sont disposées en demi-cercle autour de l'autel de cérémonie, le aou, qui se trouve juste là. Il est à environ 200 mètres. C'est la plus grande maison bateau de l'île. Elle était sans doute réservée aux membres de l'élite. Ce devait être quelque chose. Quand les grands chefs, les harikis, se levaient le matin et sortaient de leur maison, ils voyaient les moaïs. L'emplacement des maisons témoigne d'une société fortement hiérarchisée. Plus on occupait un rang élevé dans le clan, plus on vivait près des moaïs. Ces maisons bateaux étaient concentrées autour de l'aou, le point focal du village. Ensuite, vers l'intérieur des terres, on avait des édifices plus petits qui abritaient les villageois. Chaque statue incarnait un ancêtre glorieux, sans doute un chef. Les moaïs étaient étroitement liés aux habitants du lieu. Chaque village avait les siens. L'esprit des ancêtres perdurait dans les statues. Ils pouvaient ainsi veiller sur leur clan. Chaque village était organisé par lignée. Il s'agissait de personnes de la même famille qui avaient construit leur village ensemble. Ces derniers étaient disposés autour d'un complexe cultuel principal situé sur la côte. Et il y avait d'autres lieux de culte. Chacun de ces autels correspondait donc à un culte local lié à des ancêtres communs. Les moaïs incarnaient les ancêtres. Ce sont des ancêtres divinisés. Ici, à Rapa Nui, ils employaient le terme Daringaora, c'est-à-dire le visage vivant des ancêtres, pour décrire les moaïs. Ces moaïs servaient à garder le territoire. Ils protégeaient les habitants et veillaient sur les villages.
Les ancêtres figurés par ces Moai faisaient donc partie intégrante du quotidien des Pascuans. Les premiers arrivants auraient accosté l'île vers l'an 1000. Ils se sont partagés le territoire et l'ont réparti entre les clans. Assez rapidement, ils ont entrepris de tailler des Moai. Chaque groupe familial dédiait ses statues à ses ancêtres. Avec le temps, le nombre de géants de pierre a augmenté, et la population aussi. Les Moai ont pu faire l'objet d'une forme de compétition. Chaque tribu tentait de faire mieux que l'autre avec des statues plus grandes et plus belles. Les Rapa Nui étaient comme nous. Ils avaient envie d'impressionner leurs voisins. C'était une compétition amicale. La taille monumentale d'un hôtel reflétait le prestige de son clan. Plus petite que l'île d'Oléron, l'île de Pâques est un confetti perdu dans l'océan Pacifique. De forme triangulaire, elle abrite environ 900 statues monumentales. Les Moai ont été taillés dans la roche volcanique. Chacun d'eux incarne un chef de clan divinisé. Ces statues sont très impressionnantes et elles ont plusieurs siècles. Les Rapa Nui étaient manifestement d'excellents tailleurs de pierre. James Cook débarque sur l'île en 1774, 52 ans après la première expédition européenne. À cette date, de nombreuses statues ont déjà été renversées. L'explorateur britannique n'a donc pas pu décrire l'aspect d'origine des Moai. Pour le reconstituer, il faut creuser le sol. Parmi les galets qui forment l'autel, on a retrouvé de petits éclats de corail blanc. Autrefois, ils remplissaient les orbites des statues. Des morceaux de scorie rouge, de la roche volcanique, formaient les iris. Selon la légende, les yeux faisaient revenir l'ancêtre à la vie. Ainsi parés, les Moai devaient provoquer un effet saisissant. Leur coiffe de roche rouge les rendait encore plus spectaculaires. La pierre volcanique s'altère rapidement à l'air libre. À l'origine, les Moai étaient de couleur très claire. Mais qu'est-ce qui a poussé les Rapa Nui à les tailler? Francisco Torres Hochstetter est directeur du musée anthropologique de Rapa Nui. Il nous emmène à la découverte des Moai les mieux conservés de l'île, sur la plage d'Anakena. Nous sommes à Anakena. C'est ici que Otomatua, le premier roi, a débarqué sur l'île. C'est pour cette raison que c'était le lieu le plus important de Rapa Nui. C'était la demeure des rois. Le premier d'entre eux a réparti les terres entre ses enfants et l'île a été peuplée à partir d'ici. Les hôtels de cérémonie ont sans doute été érigés avant les statues. On voit bien que les plateformes ont plusieurs niveaux. Le plus élevé représente la dernière phase de construction. Au fil des siècles, les Rapa Nui n'ont cessé d'agrandir ou de modifier les Ahu. À chaque fois, ils recyclaient une ancienne plateforme. C'est pour cela qu'on voit une tête de Moai ici. Elle appartenait à une plateforme déjà existante. Et quand ils l'ont agrandie, ils ont réutilisé cette tête pour l'intégrer dans l'hôtel. À première vue, tous les Moai se ressemblent. Mais en réalité, chacun d'eux est unique. Quand on les regarde en détail, on remarque que certains sont plus larges, d'autres plus petits. Les gravures du dos sont différentes. Les statues n'ont pas été faites à la chaîne à partir d'un même modèle. Elles sont à l'image d'un ancêtre précis. Les membres du clan pouvaient ainsi communiquer avec leurs aînés. Dans la société pascuane, les ancêtres devaient partager leur sagesse et leur pouvoir. La plateforme est un hôtel sacré. C'est l'endroit où les ancêtres viennent pour vous parler.
Les habitants pensaient qu'ils étaient tout autour d'eux et qu'on pouvait discuter avec eux. Ils peuplaient leurs rêves. Ce lieu de vie les reliait aux ancêtres. C'était la raison d'être des Moai. Les géants figés dans une pose hiératique n'ont pas toujours eu cet aspect lointain. Aujourd'hui, on ne voit que la pierre nue. Les statues nous paraissent un peu sinistres et maussades. Mais autrefois, les Moai étaient sans doute peints et ornés de plumes. Les autels devaient être décorés eux aussi. Toute cette place était remplie de maisons. C'était un endroit très animé, bien plus vivant que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un monument protégé qu'on regarde de loin. Les habitants étaient dévoués aux ancêtres de pierre. Les Moai regardent vers l'intérieur des terres, vers leur famille, leur clan. La plupart d'entre eux ont été placés entre les villages et l'océan Pacifique. Cet emplacement aurait eu deux objectifs. Les statues veillaient sur leurs descendants et elles les reliaient peut-être aussi à leur terre d'origine. Les premiers colons venaient de Polynésie. Ils auraient exploré cette région inconnue de l'océan Pacifique au XIe siècle. Ils naviguaient à bord de catamarans ou de pirogues à balancier. Excellents marins, ils se guidaient grâce aux étoiles. Les analyses ADN ont confirmé l'origine polynésienne de la population pascuane. Une fois sur place, ces colons se sont retrouvés coupés du reste du monde. Plusieurs siècles se sont écoulés avant que leur isolement ne soit rompu. Selon la légende, les Polynésiens auraient débarqué sur cette plage. Leurs descendants auraient érigé les premiers Moai tout près de là. L'océan incarnait peut-être ce lien spirituel avec leur terre d'origine. La mer, c'est l'endroit d'où on vient et où l'âme retourne après la mort. C'est une sorte de frontière entre le monde spirituel et celui des vivants. Francisco nous emmène dans les archives du musée anthropologique. Il contient des statuettes de bois qui préfigurent les Moai. On trouve ce type de figurines partout en Polynésie, à Tahiti, à Hawaï. C'est un style très répandu. Les Rapa Nui ont sans doute apporté cette tradition sur l'île. Mais sur place, ils ont développé un style original. Quand ils sont arrivés sur l'île, ils ont expérimenté différents types de sculptures et ils ont évolué vers ce style caractéristique. Des figures humaines très stylisées avec un visage tout en longueur. Les Pascuans vont tirer parti d'une ressource dont ils disposent en abondance. Il s'agit du tuf, une roche volcanique particulièrement tendre. Ces modestes statues sont le trait d'union entre les figurines de bois polynésiennes et les Moai monumentaux. Ici, ils n'ont pas de grands arbres, mais ils ont de la pierre. Ils vont donc apprendre à sculpter les corps et les visages des Moai. Ces statues ne sont pas de simples bustes. Ce sont des Moai entiers. Ils ont été enterrés jusqu'aux épaules. Leur corps s'enfonce de près de 4,50 m dans le sol. Certains sont hauts comme 3 adultes et pèsent près de 70 tonnes. Mais ils semblent inachevés. Leur base est souvent plus large et plus ronde que celle des autels de la côte. Et leurs orbites sont moins profondes. Les Rapa Nui ont-ils cessé de construire des statues bien avant de les renverser?
Nous arrivons sur l'un des lieux les plus spectaculaires de l'île. Ici, on a taillé près d'1 millier de statues. Selon l'archéologue Patricia Vargas, un changement est survenu dans la société pascuane. Il aurait obligé les habitants à cesser de tailler des moailles. La scientifique a étudié cette carrière volcanique avec son mari, Claudio Cristino. Cette société a développé une architecture mégalithique très impressionnante. Le centre de l'île est occupé par un volcan éteint. Les Rapa Nui ont sculpté la quasi-totalité des statues dans la cendre solidifiée de ces falaises. Patricia examine 2 moailles inhabituels. Ils ont été sculptés au même moment, mais aucun des deux n'a été détaché de la roche-mère. Ce qui rend ces statues si impressionnantes, c'est que ce sont des monolithes. Elles sont faites d'une seule pièce, taillée dans la falaise. Il fallait parfois 1 an pour tailler ces statues, avec de simples outils de pierre. Plusieurs personnes travaillaient côte à côte. Elles frappaient la pierre et la débitaient peu à peu, jusqu'à pouvoir détacher le bloc de la roche-mère. Ils utilisaient des outils en pierre dure, un matériau beaucoup plus dense que le tuf. On a retrouvé un grand nombre de ces percuteurs au sol dans la carrière, comme si les ouvriers les avaient posés par terre à la fin de leur journée de travail et qu'ils n'étaient jamais revenus. Que s'est-il passé? On a retrouvé des centaines d'outils. Leur nombre donne l'impression que les ouvriers allaient revenir, que c'était une petite interruption. La carrière comporte d'autres indices. Une fois les monolithes séparés de la roche-mère, il fallait les transporter. Toutes les statues ont été taillées là-haut, au sommet de la colline. Et de là, on les a descendues ici. Les statues auraient alors été redressées et placées dans les fosses. Les sculpteurs pouvaient ainsi les terminer avant qu'elles soient transportées vers leur emplacement définitif. Mais ces moailles sont restées là. Est-ce un accident ou un acte délibéré? Celui-ci est achevé. Mais ensuite, il a été abandonné. Et la carrière aussi. On l'a laissé là, sans jamais le sortir de la carrière. Pourquoi n'a-t-on pas descendu ces moailles dans la vallée? S'agissait-il d'un problème de transport? Déplacer les moailles demandait beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Il fallait aussi traverser les territoires d'autres clans. Selon une légende locale, les moailles marchaient jusqu'à leur plateforme. Des chercheurs américains ont testé cette hypothèse. Grâce à des cordes, on tirait la statue d'un côté et de l'autre. À chaque balancement, le moaille avançait de quelques centimètres. Il paraissait marcher. Mais la fragilité du tuf rend la chose très improbable. La plupart des archéologues s'accordent sur une autre théorie. Les statues étaient sans doute fixées sur des brancards de bois. Il suffisait ensuite de les faire rouler sur des rondins. Quoi qu'il en soit, il fallait traverser les territoires d'autres clans. Des rivalités internes pourraient-elles expliquer le déclin de ce culte? La méthode exacte employée par le transport des moailles reste un secret bien gardé. C'est pour cela que l'île fascine. On tente de comprendre comment ils ont fait. Ils ont forcément inventé quelque chose. Des traîneaux, des brancards de bois pour les déplacer. Il fallait aussi que la voie soit bien dégagée. Pour le couple d'archéologues, les Pascuans avaient donc bâti des chemins. On voit clairement que la route passe par ici.
jusqu'à Tongariki. Voilà, jusqu'ici. C'est l'un des embranchements. Exactement. Claudio et Patricia cherchent le chemin qui aurait relié le volcan au plus grand aou de l'île, celui de Tongariki. Les carrières sont là. Et ici, nous avons l'aou, l'hôtel de cérémonie. Sur la carte, nous essayons de retrouver les traces d'un autre embranchement. Une route qui conduisait uniquement à Tongariki. Et ces points ici désignent l'emplacement de statues qui se dirigeaient dans cette direction. Si on compare la topographie à l'emplacement actuel des statues, on voit que la route se trouvait à peu près à cet endroit. Maintenant, pour la trouver et la délimiter, il va falloir creuser, fouiller des sections de terrain. C'est assez important parce que c'est une route cruciale qu'on ne connaît pas encore. Il n'en reste aucun signe visible. Patricia et Claudio vont devoir déterminer les itinéraires probables empruntés par les Rapa Nui. Ces recherches pourraient permettre de mieux comprendre la fin du culte des Moai. Là, on fait un relevé de terrain pour essayer de voir comment ils venaient jusqu'ici. À droite. Stop, stop. Voilà. Un peu plus par là. C'est bon. Traîner les monolithes jusqu'à la côte représentait une immense entreprise. Ils ont parcouru plusieurs kilomètres avec des statues gigantesques et surtout très lourdes. Sur une pente à 5%, il fallait certainement doubler le nombre de bras pour les déplacer. Le chemin est jalonné de statues. Comment l'expliquer? Une dispute a peut-être éclaté au sein de la société. La coopération nécessaire au déplacement des statues s'est arrêtée. Et elles ont été laissées sur place. On trouve des statues sur le bord de la route. Elles ont été abandonnées. Ils ne pouvaient plus traverser les territoires de clans qui étaient devenus leurs ennemis. Autrefois, ces plaines étaient couvertes d'une végétation luxuriante. La société pascuane aurait-elle été victime d'une catastrophe écologique? Quand les Rapa Nui sont arrivés, l'île était couverte de palmiers. Ils ont transformé cette île plus radicalement que n'importe quelle autre société polynésienne. Certains archéologues ont parlé d'un écocide. Les Rapa Nui auraient taillé toujours plus de statues et coupé toujours plus d'arbres pour les transporter. Ils auraient fini par détruire ce fragile écosystème et la famine aurait plongé l'île dans la violence. Mara Mulroney n'est pas convaincue par cette théorie. Le renversement des statues est le sujet le plus débattu de l'histoire de Rapa Nui. S'il y a eu une guerre civile, on doit pouvoir en trouver des traces matérielles. Sous l'Aou Nao Nao, les archéologues ont mis au jour des objets inhabituels. Plus d'1 millier de fragments d'obsidienne. Ils ont été taillés de l'autre côté de l'île. Parmi ces éclats, on trouve des formes façonnées. Elles sont pourvues d'un bord tranchant et ressemblent à des armes. Des centaines de lames semblables ont été retrouvées dans l'île. Certaines étaient déposées en surface. Comment expliquer qu'il y en ait de telles quantités? S'agit-il des vestiges d'une guerre civile? Ce sont des mataa, les objets les plus courants qu'on retrouve lors des fouilles. Les archéologues ont longtemps cru qu'il s'agissait d'armes. Mais des études récentes ébranlent cette théorie. On a d'abord considéré ces objets comme des pointes de lance. Mais ensuite, on a observé leurs tranchants de plus près.
Et leur forme indique qu'il s'agissait plutôt d'outils destinés à couper les plantes ligneuses. Ces objets avaient probablement une fonction agricole. Mara examine ces objets dans le détail. Il faut d'abord déterminer la provenance du matériau. Cet appareil envoie un faisceau de rayons X sur l'échantillon et analyse instantanément sa composition chimique. Cet instrument permet de connaître l'empreinte chimique de l'objet. On peut alors la comparer à celle de gisements connus. L'obsidienne est un matériau volcanique, mais il est rare sur l'île. Mara compare la signature chimique de ce Mataha avec celle des gisements locaux. Elle peut ainsi déterminer sa provenance exacte. Cet échantillon contient une forte proportion de fer et assez peu de zirconium. Ces caractéristiques correspondent à la carrière d'Orito. La quasi-totalité des Mataha analysés vient d'un même gisement. Il se trouve sur le territoire privé d'un clan. Or, ces outils se trouvent partout sur l'île. Cette carrière devait donc être accessible à tous. Les habitants partageaient cette ressource, tout comme ils partageaient le tuf qui servait à faire les moaïs. Loin de se battre, les Rapa Nui entretenaient des liens de coopération. Les Mataha étaient sans doute utilisés dans les champs, gagnés sur la forêt. Pendant des milliers d'années, l'île de Pâques avait été couverte de palmiers. Quand les Rapa Nui sont arrivés, ils ont défriché des pans de l'île pour pratiquer l'agriculture. Le bois leur servait à construire des bateaux et à déplacer les statues. Ils ont aussi apporté des rats comme source de protéines. Ces petits animaux ont proliféré. Ils ont dévoré les fruits et les graines des palmiers au point de les empêcher de se régénérer. Parallèlement, le besoin en terre arable augmentait. Et en l'espace de quelques siècles, l'île a été presque entièrement déboisée. On a longtemps cru que la déforestation avait entraîné une catastrophe écologique. Mais pour Mara, les Rapa Nui n'ont rien laissé au hasard. Ils ont déboisé pour produire davantage de nourriture et ils ont su adapter leurs techniques agricoles au climat de l'île. Quand ils sont arrivés ici, les Rapa Nui se sont vite aperçus qu'il y avait peu de végétaux comestibles. Mais les expéditions polynésiennes emportaient toujours toute une série de plantes nourricières. Ils avaient notamment du taro, de la kumara, c'est-à-dire de la patate douce, des ignames et des bananes. Et bien sûr, la première chose à faire pour pouvoir les planter, c'était de déblayer le terrain, de défricher. En général, on commence par dégager les cailloux et les pierres des champs. Mais les Rapa Nui se sont aperçus que cette roche augmentait le rendement des sols. Ils couvrent leurs champs de fragments de roches volcaniques de la taille d'une balle de tennis. Ces pierres limitent l'érosion et l'évaporation et apportent des nutriments aux plantes. Quand la pluie tombe sur les pierres, elle dégage du phosphore. C'est un élément riche qui accroît la valeur nutritive du sol. C'est vraiment une pratique innovante et assez unique, propre aux Rapa Nui. Il y a des jardins de pierre ailleurs en Polynésie, surtout à Hawaï. Mais on n'en trouve nulle part à cette échelle. Le déboisement aurait donc eu pour but de nourrir une population en augmentation. Les Pasco ont transformé leur île afin de la cultiver à grande échelle, et ils l'ont fait ensemble. L'archéologie apporte la preuve que les Rapa Nui ne détruisaient pas aveuglément leur écosystème. Ils géraient même très intelligemment leurs ressources. Et les géants de pierre jouaient un rôle dans la régulation de la société. Ce moaï se tenait autrefois debout sur son autel. Tout près de là, les archéologues ont mis au jour un vaste ensemble d'allées.
À mi-pente, un pilier en pierre gravée était fiché dans le sol. Plus bas, de petites fosses circulaires entouraient un canal où devait circuler de l'eau. On ne retrouve nulle part ailleurs de construction de cette taille. Quelle était la fonction de ce site? Une mission internationale mène actuellement la plus grande campagne de fouilles jamais entreprise dans le Pacifique Sud. Burkhard Vogt dirige l'équipe. Les fouilles montrent que les Rapa Nui ont tout mis en œuvre pour protéger leurs précieuses ressources naturelles. En ce qui concerne la gestion de l'eau douce, et surtout de l'eau douce rituelle, on n'avait encore jamais découvert de site de ce type. L'île de Pâques dispose de très peu d'eau douce. Or, ce vaste dallage se trouve dans le lit d'un torrent intermittent. Selon Burkhard Vogt, on l'avait sacralisé pour le protéger. Les clans ne disposaient pas de ressources égales en eau. Mais ils se partageaient le centre de l'île. Cette eau appartenait donc à tout le monde. On sait grâce à d'autres sources polynésiennes que c'est généralement à partir du centre de l'île que les colons répartissaient la terre entre les différents clans ou familles. Ce site placé au cœur de l'île devait donc être très important. Ce ruisseau était donc sacré. Nous avons fouillé 2 structures qui ont été bâties dans le lit du ruisseau. Et on s'est aperçu qu'elles n'avaient absolument aucune valeur utilitaire. Les bassins que nous avons mis au jour dans cette section avaient donc une fonction rituelle. Ils n'étaient pas faits pour stocker de l'eau potable. Cet ensemble faisait peut-être partie d'un complexe culturel plus vaste lié à la mort et à la fécondité. Si l'eau était si importante, c'était pour sa fonction rituelle. Elle était liée par exemple à la naissance. Selon l'archéologue, les femmes venaient peut-être accoucher dans le torrent. Il était également crucial de protéger cette ressource. Il fallait empêcher qu'elle soit surexploitée. Il semble que l'eau ait été protégée par des tabous. C'est l'explorateur britannique James Cook qui a introduit le terme tabou en Occident. Il l'avait découvert lors de ses voyages en Polynésie au XVIIIe siècle. Il avait observé un certain type de comportement social chez les Polynésiens, ce qu'on a appelé plus tard les tabous. Nous utilisons le terme de façon simplifiée pour exprimer un interdit. Le système du tabou permettait d'établir des règles et de maintenir l'ordre. On utilisait le tabou pour gouverner, mais de façon plus directe, c'était une façon de gérer tout ce qu'on pouvait tirer de la terre et de l'océan. Les pêcheurs devaient par exemple offrir le premier poisson capturé de chaque espèce au chef. Il s'agissait de protéger les intérêts de l'élite et de contrôler les ressources. Et l'eau, bien sûr, était une ressource cruciale. Les Rapa Nui ont inventé une solution originale pour protéger l'eau de ce torrent. Les fouilles ont montré qu'ils ont plusieurs fois enfoui, puis déterré le sanctuaire. Ils recouvraient le site et l'abandonnaient. Et puis au bout d'un certain temps, ils le remettaient en fonction. Cette mesure préservait l'eau. C'était une façon de gérer les ressources. Et l'eau, bien sûr, est une ressource. Ici, on en a la preuve grâce aux trouvailles faites sur ce site. Les fouilles ont montré que cette mesure a été pratiquée pendant plusieurs siècles. Mais ce sont surtout les petites fosses circulaires qui ont étonné les archéologues. C'est la première fois qu'on trouve des trous de plantation sur l'île. Ils avaient planté des palmiers ici. L'idée était de s'adapter à un environnement qui changeait. Les Rapa Nui ont fait pousser des palmiers dans ce sanctuaire.
C'était peut-être une ultime tentative pour prévenir leur extinction. Ils savaient manifestement ce qu'ils faisaient, et ils ont tenté d'empêcher l'inéluctable. À ce moment-là, la quasi-totalité des palmiers avait déjà disparu. Les clans collaboraient manifestement pour survivre. Mais il reste une énigme. Si la société était en paix, pourquoi les Pascuans ont-ils renversé les Moaïs? Nicolas Cove est l'un des grands spécialistes actuels de l'île de Pâques. Il nous emmène voir le Moaï solitaire qui veillait sur ce site sacré. C'est peut-être l'une des dernières statues à avoir été déplacée. Et comme les autres, elle est face contre terre. On sait que le Moaï a été dressé avant de se retrouver couché, parce qu'on a étudié les rigoles creusées par l'eau de pluie. Il y a deux réseaux à l'orientation bien différente. L'un d'eux n'a pu être fait que si le Moaï se trouvait en position verticale, debout. Et ici, on peut voir un autre réseau de rigoles creusé depuis qu'il se trouve à l'horizontale. Les Moaïs auraient été couchés à peu près à la même époque. Ils ont renversé les statues à partir du début du XVIIIe siècle. Ce geste correspond à une mutation de la société. Sa structure a changé et peut-être aussi son économie. Mais les statues n'ont pas été renversées sans ménagement. Le tuf n'aurait pas résisté à une telle chute. Les Rapa Nui ont couché les Moaïs, mais avec beaucoup de soin. On voit bien le nez, le front, tout est intact. Le matériau n'est pas du tout résistant. Si on avait violemment renversé les Moaïs, ils ne seraient pas en aussi bon état. La révolution n'a donc pas été violente. Les Rapa Nui ont abandonné le culte des Moaïs, mais ils les traitaient toujours avec respect. Ils ont renversé peu à peu toutes les statues de l'île. Ça peut paraître étrange à nos yeux d'occidentaux, mais pour eux, ce n'était pas intéressant de conserver un monument. C'était beaucoup plus parlant de le transformer. Renverser les Moaïs, ce n'est pas seulement faire cesser le culte des ancêtres, c'est aussi montrer que la société a changé. Après des siècles de solitude, les Rapa Nui vont rencontrer des étrangers. Ils se croyaient seuls au monde. C'est comme si des extraterrestres débarquaient en pleine ville. Le 6 avril 1722, un dimanche de Pâques, les voiles d'un navire hollandais apparaissent à l'horizon. Il va bouleverser l'univers des Rapa Nui. La vue de ce navire a bousculé leur représentation du monde, leur cosmologie et leur religion. Tout s'est effondré. Selon ces premiers visiteurs européens, les Moaïs sont alors debout. Mais dans les décennies qui suivent, ils vont peu à peu être renversés, jusqu'à ce que tous soient à terre. Comment l'expliquer? Maciek Sobiech explore le réseau de grottes qui serpentent sous le sol de l'île. Des indices peuvent expliquer la fin des Moaïs. On dit généralement que l'île de Pâques est la terre des Moaïs. Mais en fait, c'est la terre des grottes. Pendant près d'un millénaire, ces grottes ont servi à différents usages. Ces grottes avaient différentes fonctions. Elles pouvaient servir de maison, de jardin, de lieu de stockage pour l'eau douce, de sanctuaire et de cachette en cas de danger. Les traces d'occupation sont encore visibles. Là, on a une plateforme qui est l'un des éléments architecturaux qu'on retrouve dans les grottes. On voit des marches et des rampes. Ici, l'entrée a été modifiée. On a réduit l'ouverture pour en contrôler l'accès. Certaines grottes ont fini par acquérir une aura sacrée.
Ces abris avaient aussi des fonctions religieuses ou symboliques. On a conservé la trace de récits au sujet d'Anaokeke, la grotte des jeunes filles vierges. Il y avait aussi des grottes pour les enfants. Mais au bout de quelques siècles, les choses ont changé. Maciek Sobiech nous emmène plus loin dans la cavité. Ces galeries ici avaient une fonction spécifique. Elles servaient à inhumer les morts. Ces galeries étaient donc des tombeaux. Les dignitaires étaient ensevelis au pied des haous, mais les gens du peuple étaient en partie enterrés ici. Les recherches de l'archéologue montrent une augmentation des inhumations dans les grottes entre les 18e et 19e siècles. Quand les premiers Européens ont découvert l'île, ils ont décrit des indigènes en excellente santé et un paysage fertile. Mais les Européens ont introduit des maladies comme la tuberculose et la variole. Le système immunitaire des Rapa Nui était impuissant contre ces maladies. Entre 1859 et 1863, des esclavagistes péruviens ont enlevé plus d'1 millier d'habitants. Seuls 15 d'entre eux ont été rapatriés. En 1877, un siècle après le début des contacts réguliers avec les Européens, il ne restait plus que 111 Rapa Nui. Leur culture avait été éradiquée. Dans les grottes, on a découvert des centaines de squelettes. La plupart appartiennent à la première génération qui a été en contact avec les Européens. Les Rapa Nui ont clairement été décimés par les maladies. Les malades cherchaient un lieu dans la grotte pour se cacher et mourir en paix. On dit qu'il y avait des cadavres partout, pas seulement dans les grottes, mais aussi sur les côtes. La société pascuane a perdu une partie de sa mémoire. Quand autant de personnes meurent soudainement, elles emportent avec elles beaucoup de coutumes et de traditions. L'arrivée des Européens a été fatale aux habitants de l'île. Quand les premières épidémies ont ravagé la population, les Rapa Nui se sont peut-être mis à douter des Moai. À leurs yeux, les statues avaient perdu tout pouvoir et elles ont été renversées. L'île de Pâques ne devait plus jamais être la même. Aujourd'hui, seuls les géants de pierre rappellent aux visiteurs l'existence de cette civilisation. Ils ont taillé plus de 1000 statues et les ont transportées dans les coins les plus reculés de l'île. C'est extraordinaire. Si l'archéologie a percé de nombreux mystères, l'île conserve son caractère énigmatique. Quand on est sur place, on sent vraiment l'immensité du monde et la petitesse de l'île. C'est vraiment un endroit unique. Avec l'aide des Rapa Nui contemporains, les chercheurs reconstituent le puzzle laissé par leurs ancêtres. Ils redécouvrent l'histoire extraordinaire de l'île de Pâques. Les Moai témoignent d'une civilisation originale. Un peuple de bâtisseurs qui a su prospérer en dépit de son insularité. Cette société isolée s'est brusquement retrouvée projetée dans le monde moderne. Et si le souvenir de ces traditions s'est effacé, les grands ancêtres veillent toujours sur les Rapa Nui. Science Grand Format se poursuit et vous allez découvrir dans un instant que les Égyptiens ne sont pas les seuls à avoir bâti des pyramides. En effet, au Pérou, à la même époque, les pyramides de Caral ont été construites il y a donc plus de 4000 ans. Les archéologues ne les ont découvertes qu'au début des années 90. C'est leur histoire étonnante que vous allez suivre tout de suite avec ce documentaire Pérou, la cité perdue de Caral. Bonne soirée sur France 5.